Donc là actuellement nous sommes sur un gros travail de préparation de légumes, d'épluchage de légumes. Là vous voyez les carottes qui viennent de notre production maraîchère. Là, dernièrement, je leur ai fait, la semaine dernière, un gâteau chocolat à la courgette, donc un fondant chocolat à la courgette. Le Sud Touraine dans l'assiette, le podcast avec celles et ceux qui font l'alimentation, vous convie à la table des restaurants collectifs à travers plusieurs témoignages. Est-il possible de faire rimer circuit court et restauration collective ? Pour répondre à la question, j'ai rencontré la chef de cuisine du restaurant scolaire 10 heures sur Creuse, le responsable du restaurant du foyer de Cluny, ESAT situé à Ligueuil, et enfin je suis allée à l'EHPAD d'Abilly qui prépare à la fois les repas de ses résidents, mais aussi ceux de l'école d'Abilly. Depuis le 1er janvier 2022, la loi Egalim impose aux acteurs de la restauration collective de composer leur menu avec 50% de produits locaux et de qualité, dont 20% de produits bio. Par ailleurs, la communauté de communes Loge Sud-Touraine met en œuvre un PAT, projet alimentaire territorial, et qui compte parmi ses objectifs l'encouragement et le soutien technique à la relocalisation de l'alimentation, notamment pour la restauration hors domicile. À Yzeure-sur-Creuse, Jackie Périvier, maire de la commune, et Patricia Sibilo, chef du restaurant scolaire, nous expliquent leur engagement pour proposer aux 72 demi-pensionnaires de l'école des menus faits maison et concoctés par la chef avec des produits locaux. Depuis 3 ans, ton prédécesseur, Patricia, avait déjà mis des choses en place. La Covid est arrivée, nous a quand même bien bloqués. Mais depuis 3 ans, on avait mis en place des choses sur une philosophie depuis qu'on est élu, en fait, depuis 2014. Et petit à petit, ça fait son petit bonhomme de chemin pour en arriver aujourd'hui à mettre en place officiellement, à atteindre des objectifs, quoi. Donc, voilà, ça fait longtemps qu'on y réfléchit. Le PAT peut-être nous a aussi incité. Patricia a dit qu'on travaillait avec les producteurs locaux. L'objectif, c'est justement de se défaire un peu des gros fournisseurs qui fournissent tout en vrac, enfin en bloc, et puis qui nous font des prix hauts. On est même à réfléchir à se dire, on préfère payer un petit peu plus, mais faire fonctionner le commerce local, les producteurs locaux, et puis qu'on soit sûr de la qualité de la viande ou du fromage ou de laitage ou des fruits qu'on met sur la table. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous sourcez en fait vos produits et comment ça s'organise en fait aussi d'un point de vue budgétaire, parce que j'imagine quand même qu'on ne fait pas que ce qu'on veut et que tout ça c'est un petit peu organisé. Oui, effectivement. Alors, tout d'abord, comment on source les choses ? Moi, je suis aussi vice-président à la communauté de communes en charge du tourisme et de la culture. Donc, du coup, je suis assez impliqué dans cette belle maison. Et on a utilisé des listes de producteurs locaux que le service du PAT, justement, nous avait fournis. Mais nous-mêmes, en amont, on avait commencé à faire le listing de tous nos producteurs. On organise depuis 2015 un marché de producteurs, 2 marchés de producteurs par an, le dernier mercredi de juin et le dernier mercredi de juillet. Là, donc, c'est un marché labellisé Bienvenue à la ferme. Essentiellement. Il n'y a pas que des bienvenus à la ferme, mais il y en a quand même pas mal. Et donc, à partir de là, on a commencé notre liste et on les a contactés. On en a contacté d'autres. Et ça fait boule de neige, comme on dit. Et ça a permis justement de trouver un éventail de producteurs en circuit court. Tout dépend après ce qu'on appelle la proximité des circuits courts. Est-ce que c'est 10, 15, 20, 30 km ? Sachant que sur la commune d'Yzeure-sur-Creuse, on n'a aucun producteur en circuit court. Enfin, il y en a très peu. Il n'y en a pas. Pour ainsi dire, il n'y en a pas. On ne peut pas les utiliser. Il y a de la viande, oui, mais on ne peut pas parce que c'est des grosses quantités qui arrivent et du coup, on est embêté pour le... Voilà. Donc ça, c'était un petit peu... La source, elle était là. Comme on a travaillé, on s'est creusé des ménages. On a appelé la Comcom un petit peu, mais c'est presque après, parce qu'en fait, on y travaille depuis longtemps. Donc du coup, on avait pris un peu d'avance finalement, enfin de l'avance, sans aucune prétention, attention. Au niveau des tarifs, en effet, on ne fait pas ce qu'on veut, on est clair. On sait ce que l'école nous rapporte en recettes, mais nous entraîne en dépenses. On sait aussi, on connaît, on peut vous le donner au centime près, le delta que la commune investit, ce qui correspond à la perte entre les recettes et les dépenses. Un repas nous revient à 6,96 € par enfant, d'accord ? Et il est payé 3,40 €.
Donc le delta, c'est la commune qui se l'infuse. Enfin, les communes du RPI qui le prennent. Mais tant mieux. Tant mieux. C'était équilibré. Déjà, on ne fera pas payer 1 euro, 6 euros, enfin 7 euros un repas à un enfant. Et d'autre part, tant mieux, on a une école. Bon, on ne va pas se plaindre, quoi. Okay, il y a des écoles, des communes aux alentours, il n'y a plus d'école. Ben, voilà, on accepte ces contraintes. Du coup, moi, je travaille sur mes menus. Je fais mes menus sur 5 semaines. Donc, dans mes menus, du laitage, je mets des produits frais, des légumes, de la viande. J'évite tout ce qui est congelé. J'essaye de prendre un maximum de viande fraîche ou sous vide. Et du coup, après, bon, moi, je suis livrée toutes les semaines, donc il n'y a aucun problème. Les dates, ça peut être des dates courtes. Moi, je suis livrée toutes les semaines, donc il n'y a aucun problème. Bah, bien sûr, je fais toute la préparation. Je prépare les entrées, je prépare viande avec le légume. Les légumes, c'est légumes frais, donc ça pose beaucoup de travail. Ça comprend beaucoup de travail. J'embauche le matin à 7h et je finis à 15h tous les jours. Donc effectivement, éplucher, je fais beaucoup de pluches. Donc les fruits, beaucoup de pluches aussi. Donc oui, prépare beaucoup de la cuisine, quoi. Donc j'explique aussi aux enfants ce que je prépare. C'est important pour qu'ils comprennent bien qu'on a passé du temps en cuisine, que c'est des produits frais, que de qualité, donc un peu plus cher. Donc il faut éviter le gaspillage. Mais en général, ça se passe bien. Et puis je les sensibilisé au niveau du gaspillage. Donc comme ils viennent avec moi pour peser tout ce qui va au compost et aux poules, ils se rendent compte quand il y a beaucoup de déchets, eux déjà ils se remettent en question. Donc souvent de fois ça marche très bien. Ils sont là pour faire moins de déchets, ils finissent leur pain, enfin ils essayent d'en faire moins. Pour eux c'est vraiment le jour où on en fera le plein, ils demandent tous les jours qu'est-ce qu'on a fait et combien il y a de déchets, c'est important pour eux. On peut aussi rebondir sur notre philosophie toujours de départ, c'est-à-dire quand on a été élu en 2014, on a été visiter le restaurant scolaire, la cantine et la cuisine. Et là on s'est dit non mais c'est juste pas possible. On a commencé à dire le restaurant scolaire, notre cantine n'est pas une cantine, c'est un restaurant scolaire. Moi j'attache beaucoup d'importance à ce terme. C'est-à-dire qu'on est au restaurant, incidemment on paye son repas, pas le prix qu'il vaut, mais on le paye quand même. Par conséquent, on évite le gaspillage, on se tient correctement, ça c'est moins facile parfois, et on est dans une notion de restaurant, de bien-être, etc. Donc, on a dit, on va mettre en priorité le matériel. Donc on a commencé par tout changer et par mettre un matériel adapté qui, je pense, convient à peu près correctement par rapport à ce que tu as besoin, Patricia, dans l'exercice de ta fonction. À côté de ça, quand Patricia nous dit il faut ci, il faut ça, il faut autre chose, ben, on n'hésite pas à investir. Alors, on regarde bien sûr, parce qu'on n'a pas la bourse à Rothschild, comme on dit, mais on n'hésite pas à investir. Et nous avons au sein du conseil municipal, un conseiller municipal pas trop disponible parce qu'il travaille à l'extérieur, mais qui est spécialiste en la matière puisqu'il est responsable de cuisine collective. Et donc c'est lui qui va valider les menus que Patricia lui enverra. Et c'est lui qui suit, il s'occupe que de ça d'ailleurs au sein du conseil, mais c'est déjà bien. Et c'est lui qui va nous conseiller, nous aider à voir ce qu'il y aurait à faire. Il n'y a pas de diététiciennes qui interviennent au sein de l'école. On pourrait, parce qu'on y a déjà réfléchi. Mais en même temps, les compétences de Patricia, cumulées par les connaissances et les compétences de Thierry Mercier, notre conseiller municipal, le savoir de Sylvie Vellué, et moi je vois les menus, je dis, oh là mon Dieu, j'aimerais bien y manger. Donc ça nous suffit pour l'instant, il n'y a pas trop d'apports supplémentaires. Est-ce qu'on peut, vous l'avez déjà un peu fait, mais quand même me reciter, tous les produits que vous arrivez à trouver sur le territoire? Du coup, on prend tout ce qui est laitage, donc crème fraîche, yaourt, qui est à peu près une fois par semaine ou tous les 15 jours, à la ferme du Grand Pressigny. Après, la viande, on prend un maximum de viande chez le boucher à Isère, Monsieur Champion. On se sert des légumes bio au chantier d'insertion de Pleumartin. Donc, ils livrent une fois par semaine, mais comme ils ne peuvent pas me livrer toute la quantité, après, je me complète avec un maraîcher d'Isère-sur-Creuse qui a des très bons produits. Donc, c'est toutes les semaines, donc c'est frais, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis le pain, on le prend à Isère, à la boulangerie d'Isère. On prend des pains spéciaux une fois par semaine. On essaye de leur faire goûter aussi un peu ça. Des pains avec des graines, des choses comme ça, qu'ils apprécient aussi. Mais une fois par semaine, ça suffit largement pour eux. Et puis moi, je fais beaucoup de pâtisseries. Je fais toutes les pâtisseries, je fais les entrées. Et puis le reste, il n'y a pas besoin de 50 fournisseurs. Le reste, là, si j'ai commencé à passer une commande, tout ce qui est huile, farine, éblis, tout ça. Chez Joubert à Belge-le-Château.
Voilà, donc là j'ai passé une commande. Donc là ce sont vraiment des produits bio là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, un, on a une entière confiance en Patricia. Deux, elle a entièrement champ libre. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons, les élus, ce n'est pas notre métier, voilà, simplement. Thierry Mercier, notre conseiller spécialiste de la cuisine, va l'accompagner, mais très très loin en fait. Il va valider, voilà, il va valider. Mais Patricia a entièrement champ libre. C'est elle qui a cherché les fournisseurs, c'est elle qui fait ses commandes, c'est elle qui gère les factures également, qui vérifie les factures. Voilà, elle va de A à Z. Et je pense que le fait qu'on ait cette politique de liberté d'action lui permet déjà de savoir qu'elle n'a pas besoin de nous attendre pour demander quelque chose. Ça, c'est direct, enfin, je pense. Hein. Sauf quand tu as un nouveau projet, auquel cas tu nous en fais forcément part. Et là, on te dit oui ou on te dit non, mais c'est souvent oui. Voilà. Tout en négociant, exactement. Mais voilà, je pense que cette liberté d'action facilite les choses aussi. Et puis, Patricia est très impliquée. J'en profite pour la remercier pour tout ce qu'elle fait, parce que depuis qu'elle est arrivée, alors déjà notre précédent Cuisto avait vraiment de très belles intentions. Il était bloqué par la Covid, hein, c'était compliqué. Et après, il a changé de poste après, et tant mieux, les enfants sont que heureux au collège maintenant. Mais voilà, Patricia est quelqu'un qui est très très impliqué. Merci pour ton implication. Quittons Yzeure-sur-Creuse pour nous rendre à Ligueuil, au cœur des cuisines du foyer de Cluny, mené par Jean-Christophe Giraudot en pleine préparation du déjeuner. Je suis responsable, coordinateur restauration, responsable donc de la cuisine centrale du foyer Cluny à Ligueuil depuis 26 ans. J'encadre une équipe d'une dizaine d'adultes avec des déficiences diverses, mais où chacun peut trouver sa place et s'épanouir dans la réalisation de préparation, travail de mise en place, du simple épluchage ou au tri du persil jusqu'au hachage. Bref, tout un ensemble de préparations, sucrées ou salées, voilà, où finalement l'édifice se fait collectivement. Voilà. Combien de repas faites-vous par jour ? Nous réalisons au quotidien, ça oscille entre 340 à 380 repas jour. Nous travaillons en liaison froide et en partie en liaison chaude pour la consommation directement sur place ici au sein de la salle de restaurant. Livraison sur les sites annexes d'hébergement pour les individuels et pour les unités collectives. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quels sont les choix que vous faites et comment vous travaillez au niveau des produits et de votre approvisionnement ? Alors au niveau des produits, je privilégie bien sûr notre production maraîchère au sein de notre établissement. Quand c'est la saison des butternuts, quand c'est la saison des légumes oubliés, tout ce qui est navets, tout ce qui est variété de carottes et autres courges, eh bien on met en avant ces produits du moment. J'essaye de respecter au plus juste dans ma planification de menu la saisonnalité des produits qui pour moi reste primordiale. Voilà. Nous avons la chance également d'avoir un élevage de volailles. Je pense aux géines de Touraine, je pense aux pintades, poulets fermiers également. Donc nous travaillons nos volailles. À cela s'ajoute un complément auprès de fournisseurs d'éleveurs locaux, notamment chez Monsieur Pavula, où je prends également des volailles fermières, mais je prends également du canard. Magret de canard, cuisse de canard, que l'on peut travailler en tagine, voilà, sous différents apprêts. Localement, nous avons donc fournisseurs en fromage de chèvre, Monsieur Léger, les Pampilles, les œufs de chez Monsieur et Madame Le Flèche, avec lesquels je travaille depuis plus d'une vingtaine d'années. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce choix de vous fournir un maximum en circuit court ? Alors, le choix, il me paraît évident, dans le sens où, en tant que cuisinier, je me dois de mettre en avant des produits locaux, des produits qui se trouvent à proximité, de travailler, de faire découvrir aussi les produits auprès des adultes que j'encadre, auprès des stagiaires que je forme et qui sont là en apprentissage. De mettre en avant donc des produits, c'est le rôle aussi de tout cuisinier, que de sélectionner les produits, de pouvoir sélectionner, d'avoir des partenaires en termes d'éleveurs, de producteurs, et de trouver bien sûr une entente en termes de volume, en termes de tarification également. Est-ce que ça coûte plus cher de se fournir comme ça en circuit court ? Alors les circuits courts peuvent coûter un peu plus que ce que l'on peut avoir de façon standardisée auprès de grandes enseignes référencées.
Simplement, on peut de façon ponctuelle travailler des produits un peu plus nobles, un peu plus onéreux, je pense au canard par exemple, et mettre en avant des produits de notre production pour compenser, je dirais, les dépenses allouées. Donc on peut se rattraper sur la mise en avant de légumes, sur des préparations autour de dalles ou autour de pokéballs, de façon à mettre en avant plus les légumineuses, de mettre en avant les légumes, au détriment, pas au détriment, mais disons de consommer moins de viande, voilà. On arrive à trouver un juste équilibre dans les propositions de repas, de recettes, de façon à ce qu'on ait un équilibre alimentaire qui soit respecté, mais qu'on puisse continuer à travailler avec les éleveurs et les producteurs locaux. Aujourd'hui, par exemple, quel est le menu ? Alors aujourd'hui, le menu se compose de travers de porc que j'ai fait mariner ce matin avec mes résidents. On a fait mariner, qu'on a pré-cuit au barbecue et qu'on va terminer en cuisson au four. Des frites maison, pommes de terre de notre production, là encore. En fromage donc de la tome de chez Madame Maurice, Neuilly-le-Brillant. Et puis en dessert, un panachage de fruits du moment. Est-ce que le fait de travailler directement des produits comme ça, de cuisiner soi-même, permet aussi une réduction des déchets ? Oui, tout à fait. Alors, réduction des déchets, nous-mêmes, nous sommes dans cette démarche par rapport à la loi Egalim, de gérer au plus juste nos déchets, les épluchures qui sont collectées en interne et qui nous permettent de composter. Voilà, de composter. Donc très peu de déchets finalement. L'envoi à l'assiette nous permet aussi de réduire les résidus. Voilà, je pense que c'est une gestion plus appliquée, plus à droite, et puis qui met en avant bien sûr le travail en amont sur la culture elle-même, la transformation qui en est faite jusqu'au service à l'assiette par nos résidents. Et est-ce que, vous parliez de la loi Egalim, est-ce qu'elle a changé quand même des choses depuis son entrée en vigueur au niveau de votre façon de travailler ? La loi Egalim, oui, a changé plusieurs choses dans le sens où on intègre désormais une grande quantité de produits bio labellisés. La démarche aujourd'hui, c'est de remplir ce cap, donc de 50% de produits labellisés, dont 20% au moins de produits bio. Donc nous commençons cette démarche depuis le début de l'année, mais ce qui n'empêche pas de continuer à travailler avec nos producteurs locaux, qui eux-mêmes ne sont pas tous dans une démarche de labellisation, mais ce n'est pas pour autant qu'on les oublie. D'accord. Et du coup, quand vous faites le choix de produits bio, vous essayez de trouver des produits bio locaux ? Produits bio locaux, j'en ai quelques-uns. Je pense notamment à la fromagerie Maurice au niveau des yaourts nature. Après, c'est auprès de mes fournisseurs et autres enseignes de proximité situées sur l'agglomération de Tours qui nous permettent d'honorer, je dirais, ce pourcentage d'obligations. Il y a un point également dont on peut parler, c'est le plan alimentaire territorial. Le plan alimentaire territorial auquel nous avons été conviés, auquel on participe. Il y a eu plusieurs réunions d'échanges, pas seulement avec des élus, mais également avec des producteurs, des maraîchers, des gens qui se convertissent au bio local. Voilà, ça a été l'opportunité notamment de rencontrer des transformateurs aussi au niveau des pâtes bio sur Saint-Jean-Saint-Germain. Et là, de se mettre un petit peu en relation, de pouvoir passer commande, de rencontrer une forme de transformation localement que je ne connaissais pas initialement. Donc le plan alimentaire territorial, par les regroupements, par le biais de Sophie Levasseur notamment, qui est un petit peu chargée de mission, nous permet de rassembler un petit peu, de faire le lien entre les producteurs, les consommateurs et puis également nous-mêmes transformateurs des produits. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a besoin de cette plateforme aujourd'hui pour mettre en avant, de regrouper par catégorie tout ce qui avoisine en fait nos établissements. Donc à nous de faire la démarche ensuite de se mettre en lien pour honorer ou pas et les intégrer dans nos propositions de prestations. Je dirais que ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui, c'est le temps consacré, je dirais, à la prospection. Heureusement, il y a des plateformes, il y a des marchés de producteurs, des regroupements, des magasins de producteurs qui nous permettent de rencontrer différents agents avoisinant notre structure. Et puis je reste aussi quelqu'un de curieux au niveau des marchés locaux, notamment celui de Loches, où j'aime bien aller au-devant des exposants, voir un petit peu leur façon de produire, de travailler, de ce qu'ils proposent. Voilà.
Donc, D'accord. Donc vous continuez, en fait, ça ne s'arrête jamais, votre métier, votre démarche de cuisinier et Oui. de sourcing, on va dire. oui. Non, tout à fait, ça ne s'arrête jamais. Il y a une remise en question déjà dans l'encadrement de l'équipe, dans la proposition aussi de repas, de menus, de recettes également, et puis dans la prospection de nouveaux partenaires, de nouveaux fournisseurs, localement en priorité, mais essayons de rester français au maximum. Prenons maintenant la direction de l'EHPAD d'Abilly. Une petite équipe prépare les repas des résidents, mais également les déjeuners de l'école qui sont livrés en liaison chaude. Adrien Pinon, responsable des cuisines de l'EHPAD, Christophe Dujon, maire d'Abilly, Stéphanie Dufy, responsable du service économique et financier de l'EHPAD, et Diane Robin, diététicienne, nous expliquent leurs choix, mais aussi difficultés pour s'approvisionner en circuit court. C'est Adrien Pinon, je suis responsable des cuisines de l'EHPAD d'Abilly. Donc nous avons 114 résidents qui mangent donc midi et soir. Et à l'école, il y a 80 élèves, donc nous travaillons en liaison chaude, donc ce qui veut dire que nous préparons le jour J pour un service du jour. Donc le matin, il y a 2 agents qui préparent les entrées, le plat chaud et les desserts pour le midi. Et la personne après-midi s'occupe du repas du soir pour les résidents. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment sont-ils préparés ? Est-ce que tout est fait maison et quelles sont les sources d'approvisionnement ? Alors, une grande partie de la cuisine est faite maison, sur tout ce qui est sauté de viande, la cuisson des viandes. En fait, l'établissement fait partie d'un groupe d'achat par rapport au centre hospitalier de la région centre. On travaille aussi avec des fournisseurs locaux, un producteur de viande de Charnisé. Depuis donc, le début d'année, nous avons la loi Egalim qui est rentrée en vigueur. Donc on a un pourcentage de produits bio à utiliser, de viande labellisée. Quand vous choisissez vos fournisseurs, quelle est, entre guillemets, votre marge de manœuvre à la fois entre la loi Egalim, éventuellement le souhait de travailler en circuit court, et également ce qui est donc plus ou moins imposé ou en tout cas ce qui fait partie du fonctionnement via la centrale d'achat? Alors, on est soumis à des marchés, on a des seuils qui dépassent un certain montant, donc on a l'obligation de faire des marchés et donc ça a été un choix de se rattacher au marché du groupement de Blois. Donc les fournisseurs postulent, proposent des produits également de qualité, hein. Et il y a des produits qui répondent également à la loi Egalim dans les produits proposés. Donc c'est vrai que c'est peut-être 80-90% des articles commandés par le marché. Et après, on a tout ce qui est à côté. Donc comme disait Adrien, la viande en local. On travaille aussi avec Atout Crème sur Abilly. La boîte à fromage à Abilly également. On travaille également avec la laiterie de Verneuil via Atout Crème. Comment vous travaillez pour élaborer vos menus? Diane Robin, diététicienne donc, sur l'EHPAD d'Abilly. Donc, je suis en charge de faire les menus. Donc, les menus, on les prépare en concertation avec le chef des cuisines de façon à permettre de prendre en compte toutes les contraintes que l'on a sur l'établissement. Donc, assez régulièrement, on se réunit pour faire les menus avec... Bien évidemment, en priorité, l'équilibre nutritionnel, donc à savoir qu'on est sur des publics assez particuliers, puisqu'on a donc les enfants à la cantine qui sont en pleine croissance avec des besoins spécifiques, et les personnes âgées sur l'EHPAD qui ont aussi des besoins nutritionnels très particuliers aux âges avancés. Au niveau de la composition des repas, donc évidemment, on fait en sorte de composer avec les produits du marché, mais depuis plusieurs années, et ça a été renforcé avec la loi Egalim aussi, mais c'est présent depuis plusieurs années sur l'établissement, on essaye de faire au maximum d'utiliser des produits locaux, donc que ce soit la viande, les fromages ou autres produits qu'on essaye d'intégrer de plus en plus dans les démarches de repas au quotidien.
Est-ce qu'on peut revenir ensemble donc sur cette histoire de marché et de choix des producteurs qui finalement, entre guillemets, a une certaine forme de limite en fonction de la taille en fait, de l'établissement et des commandes que vous passez? Oui, donc en fait, puisqu'on atteint un certain seuil, on est obligé de passer par les marchés, ce qui fait que donc on est rattaché à certains fournisseurs qui font partie de ce marché. Et donc, pour une grande partie de l'approvisionnement, voilà, on est soumis à cette offre-là qui est proposée via ce groupement de marché. Ce qui fait que par rapport à d'autres cantines, par exemple, qui ont des fonctionnements différents, qui n'atteignent pas ces seuils, qui peuvent choisir n'importe quel fournisseur autour d'eux, nous, le choix est un petit peu plus limité. La centrale doit aussi faire cette démarche de choix de produits. Alors ça, du coup, ça se met en place de plus en plus via la loi Egalim aussi, qui est rentrée en ligne de compte. Donc tout le monde est soumis à l'application de cette loi Egalim. Donc le groupement d'achat, enfin les marchés doivent aussi, eux, faire des choix en termes de produits qui vont plus vers une alimentation labellisée, vers une alimentation de plus en plus bio. Donc malgré tout, une orientation vers des produits de qualité se met de plus en plus en place. Christophe Dujon, maire d'Abilly. C'est vrai que nous, à Abilly, l'atout qu'on a d'allier la génération plus ancienne et la nouvelle génération via l'école et en commun ce service de restauration qui donne une chance de diversification dans l'alimentation pour nos enfants qui est énorme et qui est très importante. L'enjeu du PAT sera justement d'arriver de concilier tout ça, la restauration collective à grande échelle, donc via l'EHPAD par exemple, et de donner accès à des produits locaux, donc d'essayer de déverrouiller ce frein qui sont les marchés, et d'offrir justement la possibilité aux petits producteurs de partout dans nos campagnes d'accéder à la restauration collective. Dans le cadre du projet alimentaire territorial, la communauté de communes souhaite faciliter l'accès aux produits locaux et de qualité pour les acteurs de la restauration hors domicile, comme nous l'explique Sophie Levasseur, chargée de mission PAT. En effet, on constate aujourd'hui qu'il y a différents freins à l'introduction de produits locaux et de qualité au sein de la restauration hors domicile. Donc, quand je dis hors domicile, c'est aussi donc les restaurants scolaires et les restaurants traditionnels. Et donc, nous, au sein du projet alimentaire territorial, on souhaite réfléchir et lancer une étude d'ici la fin de l'année sur la mise en place d'une plateforme logistique pour répondre à une de ces problématiques. L'objectif de cette étude, elle va être très large. Elle va être aussi de recenser les besoins et les quantités au sein de toute la restauration scolaire en termes de fruits, de légumes, de viande, etc. pour qu'on puisse avoir vraiment un dimensionnement des restaurants scolaires de notre territoire. Et par ailleurs, on souhaiterait que cette étude puisse nous proposer différentes hypothèses de travail, à savoir qu'est-ce qu'a besoin le territoire, les producteurs et la restauration hors domicile. Est-ce que c'est un point relais pour massifier l'offre, voilà, pour éviter à ce que les producteurs livrent 3 kilos de carottes par-ci, 2 kilos de courgettes par-là. Donc ça peut être un point de massification. Est-ce que c'est un besoin logistique de transport, un camion frigorifique? Est-ce que ça va être un besoin de ressources humaines ou de facilitation et d'optimisation du temps qui est très 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 énergivore en termes administratifs pour faire les bons de commande, la facturation, etc., que ce soit pour les producteurs ou aussi pour les agents territoriaux. Voilà. Et est-ce que la finalité, ça va être peut-être aussi de devoir réfléchir à un autre outil, autre qu'une plateforme, mais peut-être un outil de transformation type légumerie ou conserverie, qui est aussi une problématique pour les producteurs et aussi pour les restaurants scolaires qui ne sont pas outillés en matériel. Pour ceux qui sont soumis donc au code des marchés, est-ce que ça pourrait faciliter l'accès aux petits producteurs ?
Alors en effet, il y a un code des marchés publics et un seuil de 40 000 euros. Les petits producteurs ne peuvent pas y répondre. Par contre, ils peuvent complètement fonctionner de gré à gré, donc sans passer par le marché parfois auprès de restaurants scolaires qui sont en dessous de ces 40 000. Pour les restaurants scolaires qui sont au-dessus et qui doivent passer par des plateformes, le principe d'une plateforme logistique de restauration hors domicile, c'est que ça soit cette plateforme qui réponde à ces marchés publics. Donc en effet, la plateforme a aussi pour objectif de favoriser les petits producteurs à pouvoir vendre leurs produits à cette plateforme qui ensuite livreront la restauration hors domicile. Donc oui, en effet, ça peut être un des freins qui peut être levé, mais il y en a encore bien d'autres, comme l'accompagnement individuel sur la planification des légumes, favoriser aussi l'accompagnement à l'installation et à la transmission, parce qu'aujourd'hui, au sein de Loges Sud Touraine, nous n'avons que 0,5% de notre surface qui est dédiée au maraîchage et à l'arboriculture. Donc de toute façon, il y a un objectif plus large de relocaliser l'alimentation sur le territoire. Et une dernière question, est-ce que sur les enquêtes entre guillemets qui ont déjà été menées, est-ce que parmi tous ces acteurs de la restauration hors domicile, sur le territoire, il y a cette volonté d'aller vers plus de produits de qualité et locaux ? Oui, on a lancé une enquête automne 2021 sur savoir justement quels étaient les besoins de la restauration hors domicile, scolaire. Là, ça a été principalement scolaire. Et en effet, c'est un besoin de se former, de comprendre un peu mieux sur la loi Egalim. Donc, c'est ce que nous avons fait. On a fait une journée de formation pour les agents territoriaux et pour les élus sur qu'est-ce que c'est la loi Egalim. On fait de l'accompagnement individuel pour répondre aussi aux questions de certaines cantines, restaurants scolaires, qui se disent, par exemple, on voudrait embaucher une cuisinière. Est-ce qu'il y a l'obligation d'avoir un diplôme ? Voilà, c'est des questions parfois très simples, mais auxquelles on peut y répondre. Et puis, il y a un besoin de formation des chefs cuisinières. Et donc, nous avons fait un plan de formation pour 2022 et nous avons déjà commencé à faire une formation sur, par exemple, le plan de maîtrise sanitaire. Et la prochaine sera sur la confection d'un repas végétarien. Et ensuite, nous ferons sur la mise en place d'un plan alimentaire. Ces différentes actions sont menées en partenariat avec des structures autour de l'agricole et de l'alimentation, donc à savoir l'ADAR ou alors la Chambre d'agriculture ou encore Biocentre, qui sont des acteurs incontournables en fait de l'accompagnement agricole et alimentaire. Et de toute façon, nous réfléchissons en lien avec, pour notre étude sur la plateforme, nous réfléchissons en lien avec les structures qui existent, les plateformes qui existent déjà, puisque actuellement, au niveau régional, il a été lancé une plateforme logistique portée par Biocentre. Mais c'est exclusivement pour des produits issus de l'agriculture biologique. Or, nous, en Loges Sud Touraine, on souhaiterait que tous nos produits, que ça soit toute qualité et confondue, mais qu'on puisse aller vers de la restauration hors domicile. C'était le Sud Touraine dans l'assiette, un podcast proposé par la communauté de communes Loges Sud Touraine, signé Anne-Claire Bulliard.